Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Notre invité de ce jour est journaliste, il est aussi écrivain, il est également directeur général de SOCEF NTIC, société éditrice du journal L'Intelligent d'Abidjan. Avec lui, nous parlerons de la situation de la presse ivoirienne en général et de son actualité. Alafé Wakili, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Abidjan.net. Bonjour. Alors, comment se porte votre entreprise de presse après une suspension de 12 parutions en juillet dernier, suspension prononcée par le Conseil national de la presse? Elle se porte bien, elle se remet et elle s'est même très bien remise et nous sommes revenus dans les kiosques et de façon plus dynamique que jamais. Donc c'est une épreuve qui est derrière nous et nous avançons. Selon le président du CNP, le Conseil national de la presse, cette décision est justifiée par votre refus de répondre aux convocations du Conseil dans une affaire qui vous oppose avec votre ex-DP, directeur de publication. Alors, qu'en est-il exactement? Bon, à moins qu'il y ait peut-être des éléments nouveaux, je ne souhaite pas revenir dans les détails sur cet argument, puisque j'ai eu longuement l'occasion de m'expliquer là-dessus. Et l'affaire étant encore en cours d'instruction, il est important que je garde une obligation de réserve afin de permettre que ce soit regardé dans la sérénité. En tant que directeur général, vous avez vous-même milité en faveur d'une interruption volontaire de votre journal le 12 août dernier. Vous êtes revenu sur votre décision parce que depuis le 2 septembre, l'Intelligent d'Abidjan est à nouveau dans les kiosques. Alors pourquoi êtes-vous revenu sur votre décision? Oui, parce que c'était une décision brutale de suspension en réaction, en révolte à la première décision sur le fond de laquelle je ne reviens pas. Et nous étions déjà en réflexion pour préparer une mutation de notre forme de production et de notre forme de parution. Et cette réflexion n'était pas arrivée à son terme. Donc, nous avons repris notre parution papier pour mettre fin à la réaction brutale, pour poursuivre sereinement notre réflexion afin de trouver la meilleure formule pour changer notre modèle économique et parvenir à un autre modèle pour lequel nous préparons, nous poursuivons la réflexion. Je me suis dit comme ça à moi-même, à mes collaborateurs, vous voyez, Abidjan.net a un modèle économique assez intéressant. Ils n'ont jamais fait de papier, ils ne sont jamais allés à l'imprimerie, mais c'est une entreprise qui fonctionne. Comment arriver, sans être totalement Abidjan.net, comment arriver à créer un modèle avec la marque Intelligent d'Abidjan, avec de nouveaux modes de diffusion, avec un nouveau modèle économique. Abidjan.net est un modèle d'information globale, intégré, c'est un portail qui prend en compte plusieurs médias. L'Intelligent d'Abidjan sera seulement l'Intelligent d'Abidjan. Donc il y a déjà une différence. Donc nous devons réfléchir pour voir comment rentabiliser cela, compte tenu des pressions et des contraintes de l'édition papier. Et nous poursuivons cette réflexion. Nous nous sommes donnés 3 mois. Ça fait 1 mois bientôt que nous avons repris et la réflexion se poursuit. Dans 2 mois, on verra comment concilier les deux, le support papier et le support en ligne. On va revenir sur la question de la presse en ligne en Côte d'Ivoire dans une prochaine question. Mais le 20 janvier dernier, vous vous êtes vu retirer votre carte de journaliste pour 6 mois. Comment avez-vous vécu cette période? Voilà, je peux en parler parce que c'est une affaire qui est terminée. Dans un certain sens, j'ai vécu ça de façon violente. J'estimais que c'était une décision injuste, de mon point de vue n'était pas fondée. La décision a été prise sur des petits a priori, à la suite, je pense, d'une confrontation, suite à des informations que j'ai données moi-même et suite à des interprétations, à des arguments donnés, à des spéculations qui ont été mis en avant. J'estimais que ce n'était pas juste. Donc j'ai eu une réaction violente qui m'a poussé à prendre un certain nombre de décisions dans mon entourage. Ça a une décision qui a créé beaucoup de conséquences aussi dans le milieu. Et voilà, il y a eu beaucoup d'impact. Mais aujourd'hui, j'ai résisté. Il s'agissait peut-être de présenter une image de moi qui n'était pas celle qui était. Aujourd'hui, j'ai résisté et nous avons tenu, j'ai traversé l'épreuve et je suis toujours un homme debout. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'acharnement à votre endroit, à l'endroit de votre entreprise?
J'ai eu ce sentiment à plusieurs reprises, je l'ai dit, mais aujourd'hui, je pense que nous sommes peut-être dans une phase d'apaisement. Vous avez vu une image entre les hommes politiques, ils se retrouvent, ils se saluent. Nous sommes dans une phase d'apaisement. Je voudrais plutôt prendre acte de cela en disant oui, j'ai eu le sentiment d'un acharnement parce que moi et mon entreprise avons été l'objet de 3 suspensions. Et je ne crois pas qu'en Côte d'Ivoire ici, l'intelligent d'Abidjan et Alafé Ouakili soit le plus mauvais d'abord des journaux, l'intelligent soit le plus mauvais des journaux d'une part, et que d'autre part Alafé soit le plus mauvais des journalistes de Côte d'Ivoire. Donc, partant de cela, on peut avoir un sentiment d'acharnement, mais j'avoue que nous sommes dans une phase d'apaisement au niveau national, au niveau politique et aussi certainement au niveau du milieu de la presse, grâce au conseil de certains aînés et de certaines personnalités. Donc, je voudrais m'en tenir à cet aspect des choses sans remuer le couteau dans la plaie. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'impact économique de ces multiples suspensions au niveau Oui, l'impact est réel parce que je vous dis que lors de la dernière sanction, il y a eu une campagne qui devait se faire. Regardez par exemple la campagne Ebola qui se fait. Quand on a déjà des engagements avec des voilà, on a des engagements. Donc quand ce genre de décision arrive, on perd des contrats, on perd des choses. Et puis moi, en tant qu'entreprise, je ne sors pas, je n'ai pas de publicité, mais je dois payer mes travailleurs. Je ne suis pas sorti pendant 2 semaines. Donc c'est 2 semaines sans travail, mais il faut payer les employés. Et en plus, moi-même je suspends pendant environ 2 semaines, ça fait 1 mois perdu, 1 mois sans travail. On peut dire que moi je prends en charge les 2 semaines, parce que c'est moi qui volontairement ai décidé de ne pas travailler. Mais et les 2 premières semaines, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est de mon fait? C'est pas de mon fait. Et je pense qu'on doit trouver des mécanismes, vous voyez, en justice, sauf des cas de flagrant délit ou des cas graves. En justice, lorsque on fait appel d'une décision, cette décision elle est suspensive. Dans le cas d'espèce, le législateur, il faudra voir. Dans le cas d'espèce, je veux voir quelles sont les modalités. C'est-à-dire, quand une décision est rendue, tu finis de l'exécuter, on te suspend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tu finis d'exécuter, et même si tu fais un recours, à quoi ça sert finalement? Pourquoi on dédommage pour dire la décision qui a été rendue, elle était abusive, arbitraire, mais en temps, tu l'as subi. En temps, tu l'as subi. On fait comment pour les dommages? Au-delà de ma personne, je pense qu'il faut créer un mécanisme pour que on réduise les délais de recours, de suspension. Quand on me suspend aujourd'hui pour 2 semaines, je dois, si je veux avoir la possibilité de faire examiner la décision de suspension dans les 24 heures. Et une décision doit être rendue dans les 24 heures, de sorte que si la suspension n'est pas correcte, elle soit aussi suspendue. En attendant de connaître dans le fond, il est possible de trouver un recours. Quand par exemple on demande de fermer un compte bancaire ou on prend une décision contre quelqu'un, il fait un recours en référé. Je ne sais pas, comme c'est une décision administrative, si les tribunaux réguliers peuvent être saisis en référé, saisir un juge pour dire on m'a suspendu pour 2 semaines, je suis absent. La question de fond est de savoir à qui le journal appartient. En attendant de connaître la question dans le fond, on me suspend parce qu'il ne serait pas là une convocation. En attendant de savoir si cette suspension est régulière ou irrégulière, est-ce qu'un juge peut demander qu'elle soit suspendue compte tenu des préjudices que cela cause, compte tenu des emplois qui sont mis en jeu? C'est des procédures que j'entendais les avocats. Ils estiment que comme c'est une structure administrative qui est dépendante peut-être de la Cour suprême et comme les procédures paraissent compliquées, on n'a pas fait cela, personne n'a encore fait. Mais il est important que dans la révision de la loi, ce type de mécanisme-là soit mis en place. Vous voulez nous dire qu'en plus des problèmes qu'on connaît déjà de la presse, oui, les cas de suspension créent d'autres problèmes? Oui, ça crée d'autres problèmes et il faut les réguler. Il faut les réguler et puis vous savez, tout pouvoir, même un président de la République, il a un contre-pouvoir, c'est le Parlement. Un président de la République, un contre-pouvoir, c'est le Parlement. Les juges aussi constituent un contre-pouvoir et nous-mêmes, médias, nous constituons un contre-pouvoir pour la politique. Voilà, et nous-mêmes, journalistes, en tant que 4e pouvoir, nous constituons un pouvoir en matière de démocratie. Donc, il est important que toute instance, toute structure puisse être régulée. Même le régulateur, lui aussi, est-ce que l'UNJCI ne peut pas se positionner en contre-pouvoir du Conseil national? L'UNJCI n'a pas réussi cela parce que justement, l'UNJCI est une institution, une structure, son président
a été descendu son piédestal, il s'est présenté devant le CNP et il a été sanctionné. Moi, j'aurais été président peut-être de l'UNDCI et je ne me serais jamais présenté devant le CNP parce que je suis une institution autonome. Le Congrès m'a élu et mon élection ne dépend pas du CNP. Et on dit pour être journaliste, pour être président du CNP et de l'UNDCI, il faut être journaliste. Mais quand tu es devenu journaliste, tu peux cesser d'être journaliste pour plusieurs raisons. Est-ce pour cette raison-là que tu cesseras d'être président de l'UNDCI? Ça, c'est un autre débat à faire. Et l'UNDCI aurait peut-être pu jouer ce rôle-là. Mais vous savez, tout ça, c'est du passé. Hein. Je voudrais vraiment qu'on tourne la page et qu'on avance. Voilà, parce que c'est pas bon de remuer le coude dans la plaie. Pour moi, c'est du passé. On peut laisser tomber ça, d'autant plus que le président de l'UNDCI et son intérimaire se sont retrouvés, il a repris son poste, ils ont fait la paix et je pense qu'on peut avancer, ce sera intéressant pour tout le monde. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Alafé Wakili, DG de SOCEF NTIC, journaliste et écrivain. Et nous sommes également suivis par des milliers d'internautes. Nous allons prendre quelques-unes des questions que nous avons sur la page Facebook d'Abidjan.net. Alors, monsieur Abdallah Jean-Paul Téti demande ceci. A priori, tous les journaux ivoiriens sont arrimés à un parti politique. De quel bord est votre journal, monsieur Alafé? Mon journal est indépendant. Personne n'y croit. Et je pense que... Vous y croyez vous-même? Oui, j'y crois. C'est important, j'y crois. Et oui, j'y crois. Et si j'étais arrimé à un camp politique, je le dirais comme tout le monde, parce que le dit ne donne lieu à aucune sorte de représailles. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un est pro-Gbagbo, il dit oui, je suis pro-Gbagbo, on ne le tue pas. Quelqu'un est pro-Ouattara, il dit je suis pro-Ouattara, on ne le tue pas. Au contraire, ça lui crée certes peut-être des difficultés, mais aussi des opportunités. Qu'un journal est ouvertement pro-Gbagbo, tous ceux qui aiment Gbagbo achètent ce journal les yeux fermés et pardonnent ses erreurs. Donc ils ont leur lectorat. Qu'un journal est ouvertement pro-Bédié ou pro-Ouattara, tous ceux qui aiment Ouattara et Bédié achètent ce journal et leur pardonnent leurs erreurs. Et vous voyez que moi, on ne me pardonne pas peut-être souvent mes erreurs, parce que je revendique quelque chose, voilà, que les autres ne revendiquent pas, une liberté, de temps une indépendance que les autres ne revendiquent pas. Isaac Abdul Karim, quant à lui, voudrait savoir que sait-il, il parle de vous, que sait-il personnellement de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire? Ce que j'en sais, c'est que ça se fera après 2015, hein, après l'élection de 2015. Pas forcément pour des raisons politiques, hein, mais parce que, vous savez, il faut passer au numérique. La Côte d'Ivoire est en train de préparer sa mutation pour aller aux émetteurs numériques, à la télévision numérique, sortie de l'analogique. Et le dernier délai, c'est juin 2015. Et ce n'est pas terminé. Et tous les techniciens, tous les experts disent pour qu'il y ait plus d'opportunités de création de chaînes, il est important d'accéder, d'arriver aux équipements numériques. Et donc, ça ne sert à rien de donner des chaînes maintenant et puis dans 6 mois ou 1 an, lorsque les équipements auront été faits en analogique, il faudra refaire les investissements pour passer au numérique. Donc, pour des raisons simplement techniques, on attendra après l'élection de 2015, même si on parvient à respecter la date butoir du passage au numérique qui est de juin 2015, me semble. Alors, quelle est selon vous la situation de la presse en Côte d'Ivoire en général, notamment les questions relatives à la liberté de la presse et également des questions relatives au traitement des journalistes dans les organes de presse privés? Il faut dire que la situation de la presse est difficile, elle est inquiétante et si on y prend garde, beaucoup peut-être de journaux vont disparaître parce que c'est l'aîné Damoussa qui donnait un chiffre. À l'époque, Fraternité Matin tout seul était arrivé à vendre 100 000 ou 200 000 exemplaires quand il était dans le parti unique. Aujourd'hui, près de tant de journaux réunis n'arrivent pas à faire le même tirage. C'est qu'il y a une chute drastique et cela est inquiétant. Donc, c'est une situation déplorable. Pendant ce temps, le secteur emploie plus de travailleurs et la situation des journalistes a été certes difficile. Elle était difficile, mais c'était lié aussi à l'environnement de nos entreprises de presse. Et aujourd'hui, grâce à l'action conjuguée de tous les partenaires, notamment le CNP, les syndicats, l'UNDCI et aussi les patrons de presse,
pratiquement hein, tous les journalistes professionnels et peut-être aussi bientôt les assimilés ont un salaire minimum hein, qui respecte la convention collective qui avait été adoptée. Il convient de constater que c'est appliqué par tout le monde. Il convient aussi de créer les conditions pour que les annexes, notamment les soins médicaux, les appuis en termes de logement ou autres, soient appliqués avant éventuellement de rediscuter. L'État aussi essaie de faire sa part. Il aide les entreprises de presse, mais pas peut-être à la hauteur que nous souhaitons. N'empêche qu'il est important que les acteurs se réunissent pour mener une réflexion sur les modèles économiques que nous exploitons et voir si nous pouvons continuer dans cette option-là pendant encore longtemps. Parce qu'en Europe, indépendamment des appuis de l'État, chaque organe essaie de se restructurer. On a vu avec Libération, on a vu avec Le Monde qui se restructure et même le Canard enchaîné qui est donné comme modèle a eu une baisse cette année et est obligé de faire attention pour les années à venir. Donc la presse en difficulté partout et on a vu le site américain Amazon qui a acheté un grand journal américain. Donc tout ça interpelle sur les difficultés de la presse dans tous les pays au monde, mais aussi la presse papier qui essaie de se battre, de résister et puis de maintenir sa place malgré le développement des nouvelles technologies. On va revenir à la question de la presse en ligne. Vous avez reçu un prix malgré que la situation de la presse n'est pas du tout aisée. Vous avez reçu un prix dernièrement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce prix? Oui, West African Development est une ONG qui est basée en Europe, qui a primé beaucoup de cadres, de dirigeants et personnalités avant moi. Et nous avons été honorés d'être sur le même plateau avec les personnalités ou des cadres comme le PCA du port de San Pedro, le DG du port de San Pedro, le confrère Babylas Botton d'Africa 24. J'ai reçu un prix. C'était avec plaisir. C'était pour encourager nos efforts d'investigation, les interviews exclusives et intéressantes qui ont été réalisées par l'intelligence d'Abidjan et saluer tout notre parcours de promoteurs et de dirigeants de presse. Donc voici un peu le prix et ses objectifs. En plus d'être dirigeant de presse, je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Et après Instant de vie paru en 2009, vous avez également sorti en 2013 votre deuxième œuvre intitulée Notre histoire avec Laurent Gbagbo. Le 9 septembre dernier, vous avez dédicacé ces deux œuvres à la bibliothèque à Trècheville. Oui, La oui. bibliothèque de Trècheville. Alors, comment se comportent vos deux œuvres et surtout la dernière, votre histoire avec Laurent Gbagbo? Bon, ce n'est pas de grosses ventes, hein. C'est pas pour la vérité, la justice et Mattei, je n'ai pas atteint ces performances-là, mais je pense que c'est présent en librairie à Abidjan, en Europe et dans beaucoup d'autres pays africains. Et la difficulté aussi, il faut dire que même un écrivain à succès, hein, comme il disait Biton Koulibaly, il va vers le public. Il est en dédicace une fois par mois ou deux fois par mois, il bouge. Ça veut dire qu'il faut savoir provoquer le succès, il faut savoir créer des opportunités. Moi, déjà journaliste, déjà patron de presse, obligé de faire beaucoup de voyages, c'est difficile de promouvoir en même temps l'ouvrage, c'est difficile de promouvoir en même temps ces livres qui ont été un peu victimes de mon activisme en tant que journaliste, en tant que patron de presse. Je pense que j'aurai éventuellement l'opportunité de revenir là-dessus et puis de mettre l'accent sur la qualité d'écrivain et promouvoir ses ouvrages dans des lycées, dans des collèges, dans des librairies, en faisant des dédicaces de façon plus régulière. Mais ce n'est pas de grosses ventes dans les classements, mais je pense que le fait que ce soit présent et le témoignage et les objectifs poursuivis, moi, ce n'était pas à titre mercantile et commercial que j'ai écrit, c'était pour répondre à des besoins, exprimer un certain nombre de choses. Les objectifs sont atteints et c'est des documents qui existent pour l'histoire, notamment le second qui est un regard sur la crise ivoirienne, un témoignage qui tire un certain nombre d'enseignements, qui fait des révélations. Je pense que pour l'histoire, lorsque dans 10-15 ans, les gens vont parler de ce qui s'est passé, mon ouvrage fera partie de ceux qui seront pris en compte. Et ça, c'est intéressant et satisfaisant pour moi. Alors, malgré vos multiples occupations, est-ce que vous avez encore le temps de penser à une prochaine œuvre littéraire? Oui, bien sûr. Je pense à des écrits. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres avec des gens. J'ai emmagasiné beaucoup de choses. Et puis, au-delà même de l'écriture, essais, témoignages, j'ai aussi des idées de romans, de récits. J'ai une histoire qui est déjà prête. Ça devait sortir, il faut que je retrouve toutes les collections pour donner à un éditeur et puis sortir ça. Et on a le temps, vous savez, écrire un livre, c'est peut-être parachever un article de presse, une enquête,
dans lesquels on n'a pas pu tout dire. Donc le livre va au-delà, l'écrit va au-delà. Et puis, comme le roman, donc pour quelqu'un qui est déjà journaliste, qui a l'habitude d'écrire, qui prend une plume, qui sait remplir les pages, écrire un livre, c'est pas très difficile. L'écriture journalistique, c'est peut-être un centième d'un livre chaque jour. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de difficulté pour moi. On va presque conclure notre interview, mais avant, on va aborder la question essentielle de la presse en ligne qui gagne de plus en plus du terrain, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que dans un futur bref délai, la presse en ligne phagocyte tous les journaux papier qui existent en ce moment? Est-ce que vous menez déjà des réflexions dans ce sens? Bon, j'ai pas peur, mais il faut s'adapter, il faut adapter. Aujourd'hui, la presse papier, Barthélemy Kouamé, qui a été président de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, qui a été président de la presse en ligne, qui est l'un des pionniers promoteurs, est optimiste. Pourquoi je ne partagerai pas son optimisme? Il a dit quoi? Il a dit la télévision et la radio n'ont pas pu tuer la presse papier. Il ne pense pas que la presse en ligne pourra tuer la presse papier. Mais c'est bien, mais il faut aussi dire qu'à l'époque, lorsque la télé et la radio naissaient, on n'avait pas ce phénomène extraordinaire aujourd'hui qu'on appelle les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, où chacun devient journaliste. Il a aussi désigné ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Chacun devient journaliste. Et c'est vrai que ça rend nous, journalistes, notre responsabilité plus forte. Parce que le journaliste citoyen n'a pas les exigences que nous avons envers le public. Le journaliste citoyen lâche l'information et l'image. Nous devons l'emballer, le produit et vendre l'information. Tout en vendant, nous avons des opportunités en tant que journalistes. Nous pouvons appeler des personnalités, nous pouvons appeler des institutions, nous pouvons appeler des acteurs sociaux. Même le journaliste citoyen qui écrit, lui, il ne peut pas nous appeler pour nous demander quelque chose. Mais nous, on peut l'appeler pour dire, il a publié telle photo, est-ce qu'il a respecté telle norme, est-ce qu'il a vérifié, sur quelle base, qu'est-ce qu'il vise. Nous pouvons l'appeler, l'interroger parce que nous sommes journalistes. C'est un métier qui est encadré et reconnu et nous pouvons faire ce travail. Donc nous avons des opportunités, des avantages que les journalistes libres, dits citoyens, n'ont pas. En même temps, cela nous confère des responsabilités qui rendent difficile notre tâche. Mais je ne suis pas inquiet. Tout ce qu'il faut, c'est d'arriver à s'adapter et avoir une offre multimédia groupée. On a l'offre papier, on a l'offre numérique et on a aussi l'offre à travers ce qui explique aujourd'hui les déclinaisons en SMS, en message. Il y a des médias qui existent depuis toujours comme l'AFP qui se sont adaptés. Avant c'était des téléx, des fax, on recevait les documents, on n'a plus, c'est le numérique. Ce type de médias n'ont pas, à mon avis, parti du net. AFP en a tiré profit, aujourd'hui AIP aussi en tire profit. Et je pense que nous, presse papier traditionnelle, nous devons voir dans quelle mesure préparer notre mutation, dans quelle mesure nous adapter aux réalités nouvelles. Et si nous parvenons à cela, il n'y a pas lieu d'avoir peur et il n'est pas évident qu'on disparaisse. Peut-être qu'on disparaîtra sous une autre forme, pas totalement, mais on sera toujours présent et on travaillera de façon professionnelle, différemment de ceux qui n'ont pas de compte à rendre. Nous avons des comptes à rendre. Le journaliste citoyen, il a peut-être lui seul sa conscience, il a peut-être des millions de lecteurs, mais il n'a pas la responsabilité que nous, journalistes professionnels, que nous, éditeurs, nous avons aussi à rendre. Parce que, en tant que citoyen comme lui, nous aussi nous pouvons être citoyens, journalistes citoyens. Lui, il est journaliste citoyen, nous aussi on peut être journaliste citoyen ou citoyen journaliste. Mais il faut aller au-delà. Parce que le journaliste citoyen peut être un homme politique, peut être médecin, peut être avocat. C'est un métier qu'il exerce avec des règles. Pourquoi on exercerait le journalisme sans règles? Pourquoi tout se ferait alors sans règles? Alors que tous les autres métiers se font avec des règles. Pourquoi on ne devient pas médecin citoyen? Parce que un médecin, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui sauve. Tu peux aller prendre un ciseau, tu peux prendre de l'alcool, et puis entrer dans une pharmacie, dire que c'est pour donner la vie, c'est pour sauver, c'est pour faire du social et te déclarer médecin. Ou bien te déclarer pilote d'avion pour dire que deux pays sont en guerre, tu vas prendre des médicaments pour aller donner ailleurs. Mais il faut une formation, il faut des exigences, il faut respecter des critères. Donc, je pense que, vu sous ce temps-là, les opportunités que nous avons, malgré nos responsabilités, nos engagements, ne devaient pas nous faire peur, malgré l'existence de ce journalisme citoyen qu'il faut saluer,
mais à qui il faut demander de se discipliner de plus en plus et de respecter pas seulement les journalistes, mais les citoyens du monde, les acteurs publics, les personnalités publiques, et éviter, comme souvent nous le sommes victimes, éviter d'insulter, d'affirmer sans preuve, de diffamer et de calomnier, même si on peut dire que les journalistes professionnels, eux aussi, ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Nous sommes au terme de notre entretien, mais avant, nous allons laisser encore une fois la parole pour lancer un appel d'apaisement de tout ce que vous voulez. En tout cas, un message à l'endroit de tous nos internautes avant de conclure cet entretien. Moi, j'ai toujours été partisan d'un journalisme apaisé. Avant, on appelait cela peut-être le journalisme de développement sous le parti unique. Il fallait accompagner le développement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut accompagner la réconciliation. Il faut accompagner l'émergence. Et il y a des routes, il y a des travaux, il y a des chantiers, ça va profiter à tout le monde. Mais il faut surtout accompagner la paix. Donc je lance un appel à mes confrères, un appel à mes collègues, un appel aussi aux acteurs politiques, un appel aux citoyens. Agissons pour qu'il y ait la paix dans notre pays, pour qu'il y ait la réconciliation, afin qu'on parvienne à l'émergence qui va aider tout le monde. Nous avons une challenge en sport, la Coupe d'Afrique en 2021. Je pense que nous devons créer les conditions pour remporter cette coupe-là. Mais d'ailleurs, c'est vrai que si on gagne chez nous, on va dire oui, c'est parce qu'on a gagné, c'était évident. Je pense qu'on a 2017, on a 2019, c'est des challenges qui doivent être aussi mis dans notre agenda, même si on nous a dit de ne pas mettre la pression sur Hervé Renard, on ne le met pas. Je demande aux gens peut-être de ne pas trop mettre la pression. Mais si on gagne, c'est bon à prendre. Donc je demande la réconciliation, je demande la solidarité, je demande l'union, je demande aux uns et aux autres d'apaiser les cœurs et les discours. Et d'éviter, parce que je sais, il y a d'autres qui ont dû poser des questions tranchantes, dérangeantes. Moi, j'ai choisi une posture d'apaisement et de réconciliation. Je demande à nos internautes, à nos amis, d'éviter de juger les gens sans les connaître, de sortir des a priori. Je dis souvent beaucoup de choses sur certaines personnes sur les réseaux sociaux et sur moi-même, je dis, mais est-ce que les gens connaissent la personne dont ils parlent? Et je lance cet appel, il faut de plus en plus de responsabilité, il faut de plus en plus de rigueur dans les écrits, dans les exploitations, des informations et des rumeurs. En terminant, je voudrais vraiment remercier Abidjan Point.net et toute l'équipe. Je dirais que depuis 20 ans, je suis dans le journalisme et l'Internet d'Abidjan a 11 ans et nous avons été témoins du parcours d'Abidjan Point.net et de ses promoteurs que je voudrais saluer. Nous sommes de la même génération, nous nous connaissons et c'est une belle initiative, c'est une bonne expérience qu'il convient de soutenir et qui doit se poursuivre. Je vous remercie. Message reçu 5 sur 5. Quant à moi, je retiens cette phrase. Évitez de juger les gens sans les connaître. C'est la phrase de la journée. Amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à passer ce temps avec vous. On se retrouve jeudi prochain avec un autre invité. Merci, M. Alafé. Merci et à bientôt.